It's my great pleasure to be here. Good morning, everyone. I will discuss a number of important issues that I have been researching over the last 30 years. With regard to exporting activities across countries, across industries, and in cases where there has been significant volatility. I would like today to pay focal attention to the role of capabilities, different types, and how this can help companies achieve and sustain competitive advantage in export markets. It's not working. It's good. Look at the screen here. Oh, great. Not here. Okay. For each and every country, exporting is extremely important due to the fact that there are many macroeconomic benefits as well as benefits for the individual firms. Therefore, the challenge facing each and every country worldwide is developing an effective ecosystem that has the capacity to help local firms internationalize successfully and maintain export commitment. It's understandable that there are challenges facing companies that have been discussed in the panel earlier on, in their efforts to grow and develop in international markets, due to the fact that problems in international markets are different from those in domestic operations. Companies need help, especially those that are limited by resources, small and medium-sized firms, in their attempt to start exporting activities and then succeed in foreign market operations. Therefore, the ecosystem should help local firms strengthen their capabilities to export, achieve competitive advantage, and also achieve enhanced performance outcomes. It's working here, not there. Can you? That's good. This one? That's the good one. Yes. No, it's not the same. I don't know. It's okay now. Sorry for that, but technology is great only when it works. Over the years, as I mentioned, we have done a number of studies with regard to the achievement, to the process of achieving competitive advantage in export markets. Companies, in principle, need superior resources and superior capabilities. The challenge facing us is to identify those resources and those capabilities that are key for each company operating in international market. Based in our studies, across countries, across industries, we have identified 4 types of resources that are of particular relevance to the achievement of competitive advantage in export markets. Experiential resources, the long experience of the company in doing whatever the company does, like confectionery products. Think about Cadbury's
The typical British company, not anymore, was acquired recently in a hostile way by Kraft, and the long experience of the company has become a crystallized resource. Scale of operation is very important. You covered that issue a couple of times in the discussions. Financial responses as well as physical resources. But what is vitally important is the possession of superior capabilities, the organizational processes that enable companies to acquire resources, to modify resources, to combine resources and convert resources into advantage positions. These capabilities are reflected in the quality of people within the organization. And what we found in our studies is that the capabilities that companies need in order to succeed in exporting operations are informational capabilities, information about foreign markets and operations, competition, foreign distributors, foreign customer requirements, and so forth, relationship building capabilities, skills of people within the company to establish, develop, and manage relationships with foreign partners, and product development capabilities, developing new products for foreign markets or modifying existing products to meet the different requirements in foreign markets. Now, what we found is that normally companies do not have a problem to utilize productively their resources and their capabilities and design an appropriate competitive strategy. But what we found is that in a number of cases, the design of a good strategy did not lead to the achievement of a strong market position and enhanced performance outcomes in the foreign market. And this was attributable to the fact that many companies had weaknesses in planning capabilities, especially when there were competitive developments in foreign markets and there was a need for companies to quickly adapt their export marketing programs, and also implementation capabilities in terms of implementing effectively a well-designed marketing strategy. And at the end of the day, we found that all those companies that achieved competitive advantage, whether it was cost-based price advantage, cost-based relatively low price advantage, or differentiation advantage, or any combination between the two, these companies would see enhanced performance outcomes in terms of customer satisfaction, customer retention, perceived quality, sales volume, market share, sales growth. All these are short-term performance outcomes, which in turn lead to enhancements in financial performance pertaining to profitability indicators as well as cash flow indicators. When we applied our model to B2B and pharmaceutical companies, two additional types of capabilities became particularly important, namely direct marketing capabilities and selling capabilities. And two types of differentiation advantage appeared among those companies that had these types of capabilities, namely relationship advantage and sales force advantage. The other issue that I would like to highlight very much is that this is a continuous process for each and every company. When we make money from export market operations, it's vitally important that we use this money along with our experiential knowledge about exporting
so that we can invest in resources and capabilities with a view to maintaining our competitive advantage and performance outcomes in foreign market operations. Now, the ecosystem is vitally important in this process, in helping companies achieve and sustain a competitive advantage through capability building and maintenance. Well, what an effective ecosystem can offer to companies, to exporting companies, include financing, information, connection, encouragement and support, and education. In each of those cases, assistance can help small and medium-sized firms to address important problems. We have to remember, though, that an effective ecosystem would need to evolve and keep abreast of its times, and at the end of the day, be able to respond to the changing requirements of exporting companies. Also, the ecosystem should be able to recognize that there are different types of exporters in terms of knowledge, in terms of export development. And the assistance provided should take into consideration the particular requirements of different types of export companies. At the end of the day, we have to understand that on the side of the provider, the ecosystem key stakeholders, if you like, there is a need to think of export promotion in a holistic way. And there are some important issues that should be highlighted there. Understandably, there are different stakeholders who have different goals. We have to think of the question of who should provide what, or be responsible for what types of export promotion and assistance. Do we need to have an effective ecosystem? We need to coordinate the activities of the various stakeholders. We need to have an ecosystem that is able to encourage and inspire firms to engage in regular exporting activities. We need, at the end of the day, to have an ecosystem that is able to facilitate development of company networks and relationships with the right partners. On the exporter side, we need to build and maintain superior export capabilities. We need to have an ecosystem that can provide skills to these companies so that these are able to compete in export markets effectively, so that these companies can attract, recruit, train, and mentor talent to build export capability. The ecosystem should help companies specify the mixture of the right capabilities to build and deploy for achieving and sustaining a strong advantage position in foreign markets. We have always to recognize that different companies in terms of export development would have different requirements for export assistance and promotion. And always, the ecosystem should encourage companies to partner with other local firms for a collective export strategy and for building export channel relationships, as was discussed earlier by our colleagues. Thank you very much for your attention. Comme le disait Eric en ouverture de la première plénière, on est sur des marchés de niche et des marchés très techniques. Donc aujourd'hui, si on peut parler des compétences nécessaires au développement international, pour nous, on va parler sur deux volets. Le premier volet, c'est faire de l'export, ce que l'on appelle, c'est-à-dire qu'on va faire de l'international au départ de France. Et là, aujourd'hui, on envoie des équipes
du siège pour aller vendre des projets, vendre des affaires dans différents pays. Donc là, clairement, les compétences, pour nous, elles sont compliquées à trouver, complètes chez les candidats et chez les différents profils que l'on peut recruter, parce qu'on cherche avant tout des profils qui sont très techniques, et on constate malheureusement que dans les formations techniques, la part développement sur le volet commerce international est bien souvent complètement absent. Ou alors on parle de profils plus, on va dire, et ces profils-là, généralement, ne s'intéressent pas trop aux PME ou aux ETI et vont tout de suite chercher des entreprises, grands groupes internationaux. Voilà, alors je rappelle, si on ne l'a pas dit en introduction, que vous proposez du froid industriel, donc des solutions en B2B et des solutions éminemment techniques. Donc il faut comprendre le métier. Oui, ce sont des métiers techniques. Donc ça, c'est le premier volet. Et pour le coup, donc en termes de formation et donc de compétences, on va trouver les compétences techniques, mais on doit nous-mêmes apporter en interne des compléments et des formations pour pouvoir donner à nos collaborateurs le panel complet et pouvoir arriver à toucher le succès. Le deuxième volet, mais je crois qu'il sera développé aussi par la personne du cabinet recrutement, c'est des profils qui, une fois la phase vendre depuis la France dans un pays, une fois que cette phase-là a accroché, le but suivant est de monter une filiale. Aujourd'hui, l'entreprise en compte 10. Et bien qu'on en ait fait 10, on n'a trouvé aucune recette miracle, parce que ces profils-là aussi sont très difficiles à trouver et à construire, puisque en fait, il faut disposer de gens qui soient à la fois techniques, qui aient porté l'ADN de l'entreprise un minimum, puisque c'est eux qui vont être garants de l'image de marque que l'on veut apporter, et qui néanmoins sont prêts à devenir américains s'ils vont en Amérique, espagnols en Espagne ou brésiliens au Brésil. Et il faut qu'ils puissent se fondre dans l'environnement et dans le paysage local. Et ensuite, recruter des personnels locaux. Pour conclure, je dirais, et passer la main, ce que l'on peut dire, nous, c'est que les compétences nécessaires au succès international, elles sont vraiment multiples, et elles résonnent des compétences techniques aux compétences de commerce et aux compétences d'adaptation, qui bien souvent sont compliquées à trouver, et on aimerait, sur ce point-là, avoir une évolution du système de formation. D'accord. Juste pour souligner un point dont on avait parlé en préparation, vous avez à l'intérieur de l'entreprise une vraie structure de montée en compétences des équipes, un mini-institut de formation. C'est un institut de formation à part entière. On a racheté d'ailleurs un deuxième centre de formation à Nantes il y a 2 ans, qui sont d'abord des centres de formation techniques, mais qui de plus en plus permettent d'accompagner nos collaborateurs dans la montée en compétences, parce qu'au rythme de croissance de l'entreprise, c'est une obligation que l'on a. Et donc, on a développé en interne des formations pour pouvoir suivre cette montée en compétences et ce développement international. 4 grands fondamentaux pour réussir à l'exportation et à l'internationalisation de son entreprise. Le numéro 1, c'est les langues, la connaissance des langues. Et je fais partie d'une génération où on pensait que le français avait la chance de pouvoir concurrencer l'anglais. On s'est vite rendu compte que ça n'était pas possible et que sans une connaissance parfaite de l'anglais, on allait au casse-pipe absolu. Je vous raconterai une petite anecdote. Quand j'ai racheté Elite, le directeur commercial, qui avait déjà plus de 10 ans de carrière, va dans un grand salon international avec moi. On finit un entretien avec une entreprise importante, puisque c'était Warner Bros. On arrive à essayer de leur vendre une licence. Le patron des licences de Warner Bros. Nous dit « We will do a trial ». Mon directeur commercial, tout excité, me dit, tu vois, il est prêt à nous signer un contrat de 3 ans, alors qu'en fait, un trial, ça veut juste dire un essai. Et c'est là où on se rend compte qu'on peut partir vraiment sur de très mauvaises bases. Donc, une vraie connaissance de l'anglais, une vraie connaissance de tout ce qui est terminologie, évidemment, business. Alors, je précise que vous vouliez tous parler de ce point-là. C'est venu dans toutes les préparations que j'ai eues avec chacun d'entre vous, la maîtrise insuffisante de l'anglais. Je suis désolé de redire ça parce que ça paraît tellement basique et tellement évident, mais malheureusement, on voit beaucoup d'entreprises françaises avoir de gros problèmes à l'international parce que c'est pas uniquement les dirigeants, c'est pas uniquement les cadres dirigeants qui doivent savoir parler anglais couramment, mais je dirais que c'est tout le team autour d'eux. Ça nous conduit à un deuxième fondamental pour moi qui est l'adaptabilité. On a trop souvent tendance en tant qu'entreprise française de penser que ce qu'on fait dans notre creuset français fonctionne très bien à l'étranger. Non, c'est pas vrai. Il faut être
il faut être capable de s'adapter. Qui dit s'adapter, des réactivités, mais c'est quelque chose de différent aussi. La vitesse à laquelle le monde aujourd'hui évolue fait que la réactivité doit être instantanée. On n'a pas le temps à l'erreur, on n'a pas le temps de tergiverser, il faut être réactif. Et une troisième qualité qui me paraît évidente, c'est le pragmatisme. Et malheureusement, j'ai pu constater, je peux vous donner plein d'exemples ou d'anecdotes, mais je me suis rendu compte que très souvent, on était un peu trop rêveur, et au lieu de vendre le produit qui était existant aujourd'hui, on rêvait au produit qu'on était en train de développer ou au service qu'on était en train de développer. Et j'ai constaté des forces de vente à l'international qui parlaient plus des produits qu'on allait lancer sur le marché que des produits qu'on avait aujourd'hui et qu'on avait besoin de vendre pour faire ce chiffre d'affaires au jour le jour. Donc voilà, pour moi, les 4 fondamentaux, c'est vraiment la langue, la réactivité, l'adaptabilité et le pragmatisme. Et je suis désolé de vous donner des points aussi basiques que vous connaissez tous, mais si on est vraiment focalisé sur ces 4 fondamentaux, on peut faire des progrès significants et rapides. En préparation de cette discussion, je me suis posé la question de quoi je vais parler. Des différences, qu'est-ce qui est différent à Miami ou à Sao Paulo ou à Paris, ou plutôt des choses qui sont communes. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qui ne changent pas. Pour moi, les 2 compétences, parce qu'on parle de compétences qui sont nécessaires pour réussir à l'international, sont numéro 1, une compétence qui est tournée vers les autres, qui est plutôt homme, qui adresse à la question qui, c'est le côté interculturel. On a déjà eu les langues, mais c'est beaucoup plus fin que ça. Je vais donner des exemples. Qui sont très souvent la raison de l'échec ou la raison de la réussite à l'étranger. Numéro 2, c'est une compétence qui est plutôt centrée sur soi-même, qui adresse le quoi, c'est les tâches, et ça, c'est l'approche stratégique vers l'étranger. On l'a déjà entendu de Bernard, il faut s'adapter. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Donc, je vais décliner ça maintenant. Si on commence avec la partie, la première compétence, la compétence interculturelle, les clients que j'ai pensent souvent qu'un étranger, c'est un Français qui parle une autre langue. Sauf que c'est faux. Un étranger, c'est un étranger. Tout est différent. Il raisonne différemment, il prend des décisions différemment. La communication, elle est très différente, implicite, explicite. Par exemple, un Allemand qui va dire « Das ist sehr interessant », ça veut dire « c'est très intéressant ». Après, si en anglais vous dit « This is very interesting », ça veut dire « the biggest bullshit que j'ai jamais entendu ». Donc, ça, c'est beaucoup plus fin la langue, et si je traduis mot par mot, je ne me rends pas forcément compte. Ça, il faut le comprendre. En conséquence, nous, dans les chasses que nous avons, qui sont toujours 2 pays dans le jeu, donc, effectivement, l'entreprise MedTech innovatrice à Lyon, qui a un super produit, qui veut se développer en Allemagne parce que c'est un beau marché, ou on a fait un directeur général country manager Maroc pour l'entreprise industrielle allemande avec le hub régional à Paris, ou l'entreprise familiale allemande qui cherche son country manager France, voilà. Il y a toujours ce côté biculturel là-dedans qui est évident pour la réussite, et du coup, nous, on va chercher exclusivement des profils qui connaissent vraiment les 2 cultures. Ça veut dire, dans ce que je vois moi, le modèle expat n'existe plus. Donc, je suis bon en France, je vais aller à l'étranger, donc je prends le meilleur français que j'ai et je l'envoie en Chine, en Japon, au Mexique ou en Allemagne, ça ne marche pas. Ça va être presque toujours un local qui parle la langue, qui va comprendre d'une part ses équipes et ses clients sur place, et d'autre part aussi ses besoins au siège, parce que ça c'est important pour vous. Vous avez besoin de cette personne de confiance qui vous comprend, qui vous traduit ce qui se passe dans le pays, et qui va vraiment chapeauter et jouer jongler avec les 2 pays. Numéro 3. Ça, c'est en fait la conclusion de ce que je viens de dire de cette compétence interculturelle. Ça, si vous avez vraiment trouvé cette personne-là qui est le local, qui comprend exactement ce qui se passe, mais qui comprend vous aussi, ah ben là, on a exporté comme il faut. Vous avez exporté le best de la France à l'étranger. Vous avez quelqu'un qui va apporter l'ADN de votre société, de votre produit, de votre service,
mais en même temps qui va l'adapter et qui va qui va faire en sorte que les choses qui doivent être changées, les choses qui doivent être adaptées seront adaptées comme il faut pour que ça soit compris de la même façon à l'étranger qu'en France. Je viens à la deuxième compétence. Pour moi, la compétence stratégique. Normalement, si vous avez décidé d'aller à l'étranger, ça veut dire que ici, chez nous, ça marche très bien. Vous avez un produit, vous avez un service, ça tourne. Dans la stratégie que vous avez poursuivie, elle fonctionne. Du coup, on a tendance de répéter ce qui fonctionne. On va dire, ah bah, ce qui marche ici, vous l'avez dit aussi, bah, j'ai la même approche. Sauf que là aussi, cette approche qui est humaine, qui est logique, elle ne fonctionne plus si le contexte change. Et ça, nous le savons tous. Ici, dans la piscine, je vais nager différemment que dans la mer, quand il y a des vagues. Il faut que je sois conscient de ça. Mais il y a plein de choses, des paramètres qui changent, le contexte change. Prenons par exemple l'acquisition d'un nouveau client, qui est beaucoup plus dur en Allemagne qu'en France. Oui, il fait plus cher, je pense. Le processus d'achat, comment est-ce que les clients achètent, comment est-ce qu'ils payent. L'Allemand, il vous paye tout de suite par virement bancaire en une semaine. L'Américain vous envoie un chèque parce qu'il ne connaît pas le virement, il ne sait pas ce que c'est. Le Chinois, il a ni l'un ni l'autre, il fait un WeChat. Donc là aussi, il faut être conscient que on ne peut pas prendre ce qui marche ici et dire ah bah je fais pareil à l'étranger. Et du coup, la solution pour moi, la solution pour les clients que j'accompagne, soit pour les missions que je gère, soit ce que j'entends de mes collègues, c'est d'une part d'avoir cette personne de confiance, comme je viens de le dire, c'est la conclusion maintenant du point 1 et du point 2, mais en même temps aussi quand même d'avoir ces paramètres, son système de contrôle, son système de early warning, pour vraiment être sûr que ça va dans la bonne direction. Moi, j'ai appris dans le passé, il y a 10 ans, quand j'ai géré une start-up en Espagne, très bien, un turnaround en Irlande, très mal, que le management d'assistance, ça marche pas vraiment. Pour l'Irlande, l'exemple, les KPI, le reporting, c'était parfait, mais pas de chiffre d'affaires. Par téléphone, sur Excel, je me suis pas rendu compte pourquoi, j'ai pas compris. 10 secondes sur place, j'ai compris tout de suite ce qui se passe. Tout ça, c'est du bullshit. Il faut rester proche des équipes, il faut aller sur place, il faut être proche du terrain, pour vraiment assurer que le message à l'étranger, il est transmis comme vous le voulez et vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Merci de cette occasion aussi de venir partager en fait mon humble expérience et aussi lecture de l'adéquation entre les compétences et puis l'offre en fait l'enseignement. Effectivement, bon, j'enseigne ici à l'EM Lyon. À la Sorbonne, comme on a mentionné, puis j'ai aussi une expérience en totalité, une vingtaine d'années de formation ou d'enseignement à HEC Montréal et à l'École de technologie supérieure, mais toujours sur des sujets de commerce international. Et donc, ce que j'ai pu faire ici, évidemment, j'ai consulté aussi pour bien me préparer, c'est jamais suffisant, mais bon, dans les deux sphères, soit des clients français, aussi des confrères au niveau des différentes universités ou écoles de commerce pour comprendre un peu le positionnement des programmes, le contenu des programmes, etc. Et commençons par ça. Par mon expérience et puis après discussion, effectivement, il y a différents niveaux. Et même avant l'université ou les écoles de commerce, il y a aussi le BTS qui déjà commence à préparer les techniciens, ceux qui vont être impliqués, qui sont très utiles aussi, très pragmatiques dans les entreprises. Sinon, vous avez le programme donc Bac plus 3 ou licence. Licence, oui. Donc, où il y a déjà des enseignements assez, plus macro sur le commerce international. Et donc, mais bon, les étudiants, là, vont aller chercher certaines compétences aussi grâce à, pour peu que le programme l'étudiant ait l'occasion de faire des stages aussi à l'étranger. Là, il va chercher un peu ce qu'on appelle les soft skills au niveau des langues et cultures, premières expériences. Ça peut être utile en entreprise. C'est sûr que, par contre, c'est jamais suffisant. Quand on arrive dans une entreprise, on a un bachelor ou une licence et puis qu'on a vu que des aspects macro, etc.
au master. Donc, ce que je vois comme matériel, comme contenu et comme cas, c'est vraiment très orienté encore grande entreprise. Pourtant, il y a dans la recherche, d'ailleurs, le think tank invite souvent des chercheurs, donc Raluca, qui est venu présenter récemment, vraiment l'internationalisation associée à une réalité de PME. Et ça manque. Les cas, pourtant, il faut voir un peu regarder les proportions, le nombre d'emplois, Bien sûr. justement au niveau de la proportion de l'enseignement, au niveau de l'internationalisation des PME. C'est pas la même chose qu'une grande entreprise, des problématiques tout à fait différentes, entreprise familiale, capital fermé, etc. Donc ça manque. C'est un déficit qui prend un certain temps. On va voir un peu des pistes un peu plus tard. Mais on voit que ce qu'on appelle le MBA ou Executive MBA, il y a un rapprochement par contre, parce que les gens sont sur le terrain, sont dans le feu de l'action, reviennent, ils challengent les enseignants et ils sont obligés de se mettre à niveau rapidement, une bonne actualisation. Et bon, il y a ça effectivement qu'on peut voir. Mais il y a les universités, les écoles de commerce se donnent, on voit de plus en plus un positionnement international. Certains, c'est plus, comment on peut dire, light. Où on va inviter des professeurs étrangers, où on va donner des cours en anglais, par exemple, ou en d'autres langues. Mais, comme on a dit un peu plus tôt, oui, ça prend, si on veut faire du commerce international, il faut au moins décider d'apprendre, s'engager pour apprendre d'autres langues, et notamment l'anglais. Mais c'est nécessaire, mais non suffisant. Il y a tellement d'autres choses. Et justement, si on veut donner un positionnement crédible, c'est effectivement de favoriser, en fait, d'encourager même les étudiants à aller à l'étranger, les professeurs aussi étrangers de venir. Et c'est pas juste de donner un cours en anglais. C'est pas nécessairement ça, le commerce international. L'anglais, on peut l'apprendre ailleurs qu'à l'université ou dans une école de commerce. Donc, il y a évidemment beaucoup de travail à faire de ce côté-là et à développer plus de cas et des enseignements liés à des réalités de PME qui font de l'international. Maintenant, il y a aussi l'entreprise qui, évidemment, il y a des défis aussi pour l'entreprise parce qu'au départ, il faut qu'elle accepte. Si on veut un rapprochement, l'entreprise doit aussi accepter de faire le pas, de s'engager. Mais il y a en ce moment un décalage en termes des horizons de temps, des perspectives. C'est qu'une entreprise veut aussi, une PME, il y a une réalité à court terme, on veut des résultats à court terme, alors qu'un programme de formation se développe et s'enseigne dans la durée, à plus long terme. Alors, il faut arriver à faire à ce que ces deux sphères-là se rapprochent, et vraiment qu'il y ait un engagement plus fort de la part de l'entreprise. Il faut aussi que l'entreprise, en fait, un des défis qu'on peut rencontrer, c'est que c'est l'ouverture, c'est, comment dire, même avant l'ouverture, c'est l'engagement de l'entreprise, non pas une question de perspective ou d'horizon de temps, mais de s'engager, pas juste ou nécessairement monétairement, mais de participer à des forums, de se rapprocher de l'université, participer à des études, des enquêtes, etc., pour que les deux sphères arrivent à mieux se comprendre. Et un autre défi que j'ai pu constater, c'est la réticence aussi de partager de l'information souvent très confidentielle. Donc, il faut qu'on les rassure de ce côté-là parce qu'il y a vraiment des enseignements intéressants à prendre et à convertir, effectivement, pour les différents programmes à l'école. Donc, ce qu'on peut voir par ailleurs, tout à fait, en France, il y a des pistes intéressantes, il y a des initiatives. En fait, il y a le think tank, la fabrique de l'exportation, donc qui permet un transfert justement qui se fait donc de façon très très d'actualité vers l'entreprise. Il y a aussi, on voit ici Atlas AFMI, donc il y a des tentatives de ce côté-là aussi de mieux comprendre la réalité de l'internationalisation des PME. Il y a aussi tout récemment la chaire internationalisation des PME à l'IAE Lyon 3. Donc, je pense que c'est en 2017 qu'elle a été créée. Donc, c'est intéressant aussi à suivre. On voit l'importance internationalisation des PME. Et c'est pas juste non plus export PME, c'est internationalisation. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Et évidemment, ça, c'est quelques initiatives ou quelques programmes. Il y a un programme en particulier de l'Université Rennes 1 qui est dirigé par Jean-Louis Perrault. Donc, c'est le parcours AI-PME, donc Affaires internationales PME.
Et c'est spécifiquement, je pense que c'est un modèle, c'est quelque chose à regarder parce que c'est pour permettre justement cette adéquation au niveau des besoins des PME-PMI qui s'internationalisent et de préparer justement un programme de formation, des enseignements et des cas en fonction des besoins. Donc, évidemment, ça nécessite en amont beaucoup de préparation, de réunir ces différents acteurs. Donc, ici en France, il y a des initiatives qui sont intéressantes. Il y a des modèles qui, je pense, qui sont à suivre. Et puis, à l'étranger, ce que je peux dire peut-être, il y a aux États-Unis un groupe qui s'appelle Cyber, qui a été créé par, en fait, une création du Congrès il y a une trentaine d'années. Et donc, ça réunit des professionnels, le secteur public, ça réunit aussi les académiciens pour essayer de mieux comprendre l'écosystème et aussi de faire des liens, des connexions avec des acteurs de l'écosystème dans d'autres pays. Donc, c'est quelque chose qui permet, bon, on pourra le voir, c'est Cyber, mais c'est CIBER, donc c'est Center for International Business and Education and Research. Et au Canada, bon, pour parler de mon pays, comme ceux qui étaient sur le bateau hier ont vu la feuille d'érable, en fait, il y a une université, l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, où j'ai eu la chance d'étudier il y a quelques décennies. Ils ont créé, en fait, l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Institut de recherche sur les PME. Ça remonte à il y a une quarantaine d'années. Ça a été créé par Pierre-André Julien. Et c'est vraiment pour se rapprocher des PME, pour nous aider à comprendre leur façon de prendre des décisions, mais pas juste sur l'international comme tel, mais sur plusieurs thématiques, dont l'international. Et il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Il y a une banque de données absolument impressionnante qui a été créée, de laquelle on peut puiser pour faire toutes sortes d'activités de recherche. Et donc cet institut-là, qui est dirigé par José Saint-Pierre, est en contact aussi avec l'Université Rennes 1, avec l'IAE Lyon 3, aussi avec la Toulouse Business School et d'autres universités en France. Donc, parce que, bon, évidemment, il y a des échanges intéressants, du moment que ça concerne la PME. Alors, c'est quelques exemples. Maintenant, j'ajouterai à ça un troisième acteur, qui est l'étudiant. Il y a une formule qui semble fonctionner là où j'enseignais à HEC Montréal. J'enseignais à ce qu'on appelle le Executive MBA, mais aussi au certificat. Je ne sais pas, vous allez me dire si ça existe ou c'est très courant ici. C'est une formule qui permet aux étudiants, au lieu de faire une licence ou un bachelor sur 3 ans ou 4 ans, il peut la faire sur 6 ans, 7 ans ou 8 ans, mais de soir. Ce qui permet aux personnes de travailler le jour dans l'entreprise et d'aller faire, suivre leur cours le soir, 2 soirs par semaine, et puis bon, les travaux et tout ça, mais pendant 6 ou 7 ans. Mais ça lui permet d'aller chercher un diplôme, puis d'être en même temps sur le marché du travail. Alors là, ça dépend de l'étudiant. Est-ce qu'il est prêt à s'engager pour ça? Donc, il y a effectivement les universités, il y a les employeurs, en fait, les entreprises, les PME, mais l'étudiant. Il faut vraiment, je pense, valoriser. Il y a un travail de la part de tous les acteurs, à mon avis, de valoriser effectivement le fait de travailler pour une entreprise, aider une PME à s'internationaliser.